2018 est là, une année aussi importante pour le Cameroun, parce que c'est une année électorale. Et c'est une année qui marque la fin du septennat du président Biya. On ne peut pas parler de l'année 2018 sans rentrer, sans faire un bilan de 2017. Et avec le conseiller, M. Pendekoka, nous allons essayer, dans un premier temps, d'analyser le discours du chef de l'État, qui semble être un discours bilan du septennat. Et en plus de ça, nous allons aborder les sujets relatifs aux gros projets, l'évolution des gros projets et l'avenir du Cameroun, l'avenir politique surtout du Cameroun, parce que, qu'on le veuille ou non, la politique est au cœur de toutes les initiatives dans un pays. Bonjour, conseiller. Bonjour, Alain Michel. C'est un plaisir. Le discours du chef de l'État, quelles sont vos impressions? Écoutez, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de souhaiter à nos auditeurs, n'est-ce pas, on va dire aux téléspectateurs, de leur souhaiter les vœux les meilleurs pour la nouvelle année, à vous-même, à vos familles, et notamment à la jeunesse, qui me tient beaucoup à cœur, parce que si on dit plus de 80% de la population ont moins de 35 ans, ça veut dire que tout ce que nous menons aujourd'hui comme activité, au moins en ce qui me concerne, comme vous le savez, je l'ai toujours dédié à la jeunesse. Et on fait ça pour que la jeunesse puisse disposer des meilleures armes pour affronter les défis de demain. Que ce soit les défis nationaux, que ce soit les défis régionaux, que ce soit les défis mondiaux. C'est cette jeunesse qui aujourd'hui est au cœur de mes préoccupations. C'est ça qui me donne toutes les raisons de pouvoir encore avoir de l'énergie. Vous posez souvent la question, conseiller, d'où vient cette énergie, mais c'est cette jeunesse, si on est capable de leur transmettre le relais, le flambeau comme il faut, nous serons très heureux de pouvoir laisser notre pays dans de bonnes mains. J'espère que la jeunesse vous écoute parce qu'elle fait partie de la première cible de Cameroun Liberty et elle fait partie des followers, comme je peux dire ainsi, du média. Voilà, c'est une bonne chose, encore une fois, c'est eux, et je dirais toujours, c'est toujours eux la cible. Comme je dis souvent en anglais, it's not about myself, it's about you people, it's about yourself. You have to take in charge your own destiny, and we will help for that. Maintenant, pour revenir à la question concernant le discours du chef de l'État, vous savez, c'est un discours, et comme vous l'avez dit, ce n'est pas une année quelconque, puisque c'est en même temps la fin du septennat, n'est-ce pas, c'est la fin du septennat, et qui va pratiquement terminer vers une élection présidentielle, comme il a pu l'annoncer, et vers d'autres élections. Donc, c'est une année importante, et c'est un discours important. Mais je crois que, pour moi, il y a eu quelques annonces, mais le contexte est véritablement difficile. Le chef de l'État était plutôt grave. Il faut dire les choses très franchement. Le contexte est tellement difficile qu'il a exprimé. Parce que, voyez-vous, il a exprimé sans le dire nécessairement, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Par exemple, le taux de croissance du Cameroun est aujourd'hui assez morose. À 4%, il est inférieur à ce qu'il était l'année précédente et il est plutôt en déclin. Et nous craignons sérieusement qu'à ce rythme, le Cameroun ne puisse pas atteindre le cap de l'émergence. Déjà dans le DSE lui-même, on disait qu'on devrait être à au moins 6%. Mais la réalité, c'est qu'on devrait être à un taux de 8%, voire 2 chiffres, je le répète assez souvent. Il a annoncé, conseiller, la mise en œuvre dans les délais des activités, la reprise des activités, le lancement des activités du port de Kribi qui participerait automatiquement à ce processus d'émergence. Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit comme ça. Il a simplement dit que le port de Kribi serait fonctionnel dans quelques temps. Bon, naturellement, ça va être difficile. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Je ne vais pas reprendre le chef de l'État, mais ça va être difficile. Soyons très francs là-dessus.
ce n'est pas l'annonce du président qui crée le trafic. Vous voyez ce que je veux dire? De l'autre côté, il faut bien vous dire que, je vous l'ai déjà expliqué, que le trafic portuaire du Cameroun, au moment où la décision de faire le port de Kribi en 2009 est engagée, le trafic portuaire du Cameroun est de 9 millions de tonnes. D'accord? Il y a une étude qui est engagée par le ministre de l'économie de l'époque, mais qui est également l'actuel, n'est-ce pas? Étude qui est lancée et qui va prévoir, n'est-ce pas, que le trafic portuaire du Cameroun passera à 36 millions de tonnes dès 2015. Donc, il va de soi que vous posez la question, comment sur la base de, n'est-ce pas, sur la base de ces projections d'un trafic qui est de 9 millions de tonnes en 2009, avec un taux de croissance de l'économie du Cameroun qui est de 4 à 5% par an, on pourra atteindre 36 millions de tonnes, 37 millions de tonnes en 2015. Si vous faites une projection sur la base de 4 à 5% de taux de croissance, en faisant une corrélation entre la croissance du trafic portuaire et la croissance de l'économie, vous n'êtes jamais, n'est-ce pas, à 36 millions de tonnes, vous êtes pratiquement à 11 et 12 millions de tonnes. D'accord? Or, aujourd'hui, au moment où nous parlons, le trafic portuaire du Cameroun n'est que de 12 millions de tonnes. Vous voyez? Donc, lorsque vous faites une projection en 2009, en disant que le trafic portuaire serait en 2015 de 36-37 millions de tonnes, et que vous vous retrouvez aujourd'hui avec un trafic portuaire de 12 millions de tonnes, vous voyez bien qu'il y a un différentiel de l'ordre de 25 millions de tonnes, pour ne pas dire 30 millions de tonnes, n'est-ce pas, qui est là un déficit. Or, c'est ce chiffre qui va justifier pour certains, n'est-ce pas, le lancement du port de Kribi, la construction du port de Kribi. Des investissements colossaux qui vont coûter des milliards de francs, ou plus de 300 milliards de francs, n'est-ce pas, sans compter les extensions qu'on est en train de faire aujourd'hui, n'est-ce pas, et sans trafic. Sans trafic, donc c'est déjà une hypothèse fallacieuse majeure. Ça veut dire qu'on avait fondé cette décision, quand je regarde, parce que j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce qui peut justifier cet écart, une sorte d'aberration statistique entre la projection linéaire du trafic et, n'est-ce pas, qui serait aujourd'hui de 12 millions de tonnes et les 36-37 millions de tonnes qui sont annoncés. Vous ne pouvez les justifier que par les projets miniers et industriels qui étaient annoncés à ce moment-là. Le projet de faire d'Mbalam, qui lui seul faisait déjà dans les hypothèses 35 millions de tonnes de minerais, le projet Géovie Cobalt, le projet de Rio Tinto pour faire une usine d'1 million de tonnes d'aluminium qui nécessitait pratiquement 3 à 4 millions de tonnes de minerais, la construction de 2 barrages hydroélectriques, un à Sombengue de 1000 MW, un autre à Grand Godi de 1000 MW. Je vous signale que toute la puissance installée du Cameroun en termes d'électricité, c'est de l'ordre de 1400 MW. Or, quand vous avez déjà 2 projets qui sont annoncés de 2000 MW, 1000 MW chacun, c'est énorme. Et sans parler de projets de bauxite, puisque la bauxite, le projet minier bauxite aurait dû démarrer pour fournir l'alumine au projet d'aluminium et tout ça. Tous ces projets sont arrêtés, tous ces projets, ceux qui avaient commencé ont arrêté. Rio Tinto s'est retiré du Cameroun, ça fait pratiquement 10 milliards de dollars, c'est-à-dire en tout 5 000 milliards de francs CFA de projets qui sont supprimés. C'est donc il y a là une hypothèse qui n'était pas réaliste. Et moi, excusez, je vous en prie, pourquoi donc le gouvernement parvient à emprunter de l'argent chez les Chinois pour étendre le port de Kribi alors qu'ils savent qu'il y a pratiquement plus de partenaires miniers? Ben, non seulement les projets sont arrêtés, c'est pas moi qui vous l'apprends, n'est-ce pas? C'est pas moi qui vous l'apprends. Maintenant, je disais surtout qu'on aurait pu synchroniser le développement portuaire de Kribi avec un nombre de projets, comme je vous l'ai dit pour le cas du consortium privé qui développait le pétrole dans le sud du Tchad, à Doba. Ils ont trouvé le pétrole, ils ont extrait le pétrole, ils doivent maintenant trouver les moyens d'évacuer leur propre pétrole, ils ont construit le pipeline. Ce n'est pas le gouvernement tchadien et camerounais qui ont construit le moyen d'évacuer leur pétrole, c'est eux-mêmes qui ont construit le pipeline jusqu'au large de Kribi. Sur 1050 km de pipeline, ils l'ont financé pour 2 milliards de dollars, c'est-à-dire 1000 milliards de francs CFA. C'est ces partenaires qui ont financé ce pipeline pour évacuer leur projet, pour évacuer leur pétrole, n'est-ce pas? Donc, allez s'endetter, mais vous voulez que la Chine fasse quoi? La Chine, si vous allez chercher de l'argent chez eux avec la garantie de l'État, ce n'est pas leur problème. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à vous de bien utiliser les dettes que vous contractez auprès des partenaires extérieurs. C'est pour ça que vous voyez à un moment donné, je parle de l'aggravation des dettes improductives. Parce que quand vous allez emprunter de l'argent, il faut financer des projets qui vous garantissent
n'est-ce pas, le remboursement de ces prêts. Mais si vous prenez cet argent avec la garantie de l'État, la garantie de l'État, c'est quoi? Ça veut dire que si vous ne payez pas demain, les Chinois ont toutes sortes de moyens pour qu'on rembourse. On pourra rembourser peut-être par l'exploitation des forêts, on va peut-être rembourser par du pétrole, on va peut-être rembourser parce qu'ils vont faire même bas sur les mines. En tout cas, les prêts étatiques, étant donné qu'un État ne tombe pas en faillite, ils trouveront bien le moyen de nous faire rembourser cet argent, d'une manière ou d'une autre. Ce sera peut-être par des échanges en nature, c'est-à-dire pétrole contre le yuan ou le dollar que nous aurons prêté, et ainsi de suite. Mais pour nous-mêmes, nous resterons dans les bras, n'est-ce pas, avec des éléphants blancs. C'est le cas, par exemple, des tracteurs de Bolova. C'est le cas des tracteurs de Bolova. Vous avez emprunté l'argent aux Indiens, d'accord, la dette reste non seulement pour moi qui vous parle, mais également pour vous-même et pour vos enfants demain, mais ceux qui nous ont prêté cet argent-là, on sera bien obligé de le rembourser. Excusez, on a aussi utilisé l'argent issu des emprunts obligataires pour financer plein de projets industriels, plein d'usines qui n'ont pratiquement pas marché. D'autres ont fermé 2 années après l'inauguration et autres. C'est toujours important de faire attention aux dettes improductives. Parce que les dettes qu'on contracte pour faire des financements, pour financer des projets qui ne seront pas rentables, qui d'ailleurs vont terminer, je vais dire, en faillite, mais c'est une hypothèque pour la croissance, pour la vie des futures générations. Non seulement, je ne veux pas futur, ce n'est pas un futur lointain. Dès demain, parce que ces dettes-là, vous allez les contracter, parce que les périodes de grâce sont de l'ordre de 5 ans souvent, mais c'est vous qui allez rembourser cela, vous et vos enfants. Parce qu'on n'aura pas la capacité de créer la richesse.